Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Bonne nouvelle pour le football camerounais, les Lions indomptables seront bel et bien à la Coupe du Monde 2014. La FIFA vient de débouter la Tunisie sur son recours déposé contre Joël Matip et Choupo-Moting. Retour sur le verdict de l'instance fêtière du football mondial en tout début de ce journal. Et l'on est toujours sans nouvelles du curé de Guétcheoué dans la région de l'extrême nord Cameroun, plusieurs semaines après son enlèvement. Un acte que le conseil et la conférence épiscopale du Cameroun vient de condamner. Et en deuxième partie de ce journal, nous allons revenir sur cette sortie des éditeurs de presse qui se sont réunis hier à Yaoundé pour dénoncer la décision prise par le Conseil national de la communication. Comment ces patrons de médias comptent-ils réguler ce secteur d'activité? Ça sera avec notre invité. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Et comme on le disait il y a quelques instants en parlant de football, affaire Choupo et Matip et la FIFA qui déboute donc la Tunisie, c'est dans des termes diplomatiques judicieusement agressifs que la FIFA a donc répondu à la réclamation tunisienne qui espérait se qualifier sur tapis vert pour le mondial brésilien. Après donc que cette fédération tunisienne ait déposé un recours contre Joël Matip et Choupo-Moting. Alors, nous refaisons sur ce plateau Hervé Kaha, qui fait partie du service des sports d'Equinox Télévision. Bonsoir Hervé. Bonsoir Étienne Pascal, bonsoir également à tous nos téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour les nombreux supporters des Lions indomptables. Un ouf de soulagement pour ceux qui doutaient un peu de la formule de naturalisation de ces deux joueurs, à savoir Eri Maxime Choupo-Moting et Joël Diop Matip. Aujourd'hui, tous les fans de football poussent un ouf de soulagement parce qu'on commençait à se poser 1001 questions, Étienne Pascal. Comment a été opérée la naturalisation de ces deux joueurs binationaux germano-camerounais, ça il faut le préciser, Eri Maxime Choupo-Moting et Joël Diop Matip, qui ont commencé leur carrière sous la section nationale de la Mannschaft des catégories inférieures avant de bénéficier d'une nationalité sportive camerounaise. Donc, les nombreux supporters fans des Lions indomptables, il faut préciser que le Cameroun avait gagné sur le terrain, sur le plan sportif, on était vainqueur. C'était une victoire nette et sans bavure, mais on s'est interrogé comment est-ce qu'au secrétariat général de la FECAFOOT, on n'a pas pu procéder dans les règles de l'art, la naturalisation de ces deux footballeurs. Aujourd'hui, les commissions spécialisées à la FIFA, notamment la commission du statut du joueur et la commission de discipline de la FIFA, donnent raison au Cameroun, ce qui confirme tout simplement que tout a respecté le code disciplinaire de la Fédération internationale de football association, comment devrait être effectivement procédé cette naturalisation des joueurs pour qu'ils puissent obtenir leur nationalité sportive camerounaise sans moins de tricherie. Alors, comment comprendre maintenant la réaction de la Tunisie, elle qui avait donc déjà célébré la qualification sur tapis vert, si l'on s'en tient aux informations qui défilaient depuis un bon bout de temps dans les différents réseaux sociaux. Alors, quelle est la réaction de la fédération tunisienne? Il faut dire que les Tunisiens avaient des informations précises sur le code de la nationalité camerounaise. Donc, ils étaient bien introduits sur le territoire camerounais, bien introduit également à la FIFA. Donc, certains ont cru que le dossier tunisien était bien bétonné à la Fédération internationale de football association. C'était sans compter avec la maestria et bien sûr la bonne connaissance du dossier administratif des juristes de la Fédération camerounaise de football et tous les experts qui tournent au dossier, autour de ces dossiers des deux footballeurs. Donc, ils ont commencé à jubiler et crier victoire partout en Tunisie parce que certains avaient même infiltré les réseaux camerounais pour avoir les informations précises sur le dossier administratif des deux binationaux, Joël Matip et Eri Maxime Choupo-Moting. Donc vous comprenez que de ce côté-là, les autorités avaient donné pratiquement toutes les garanties au public, au peuple tunisien, qui n'attendait plus que la décision officielle, le verdict officiel de la FIFA pour commencer à sabler le champagne. Alors, on peut donc dire
que tout est bien, qui finit bien. Au cas où Joël Matip et Choupo-Moting seront sélectionnés, ils feront bel et bien partie de l'expédition brésilienne. Mais tout est bien, qui finit bien, mais la Tunisie ne s'avoue pas vaincue. La Tunisie n'est pas convaincue par la décision rendue aujourd'hui par la FIFA. Elle compte saisir la commission d'appel. La commission d'appel de la FIFA. Et si de ce côté-là, ça ne marche pas, elle va aller plus loin, c'est-à-dire saisir le tribunal arbitral de sport, le TAS, pour cette fois-ci défendre davantage ses droits pour les deux joueurs binationaux camerounais, Herry Marsim Choupo-Moting et Joël Matip. Alors, ça signifie que nous ne sommes pas du tout sortis de l'auberge, mais qu'à cela ne tienne, nous, on s'en tient à ce verdict rendu ce jour par la FIFA en notre faveur. Merci, Hervé K, d'avoir répondu à cette invitation et de nous avoir apporté quelques... Merci, Étienne Pascal. On rappelle que ces joueurs avaient bel et bien reçu leur certificat de nationalité et la Fédération camerounaise de football avait pensé à tous ces détails. C'est pourquoi aujourd'hui, on donne raison à la FICAFoot. Il n'y a pas eu de tricherie sur le cas des dossiers de ces deux joueurs, même s'ils ont commencé dans des sélections inférieures en Allemagne, parce qu'ils ont un parent allemand, notamment leur génitrice, le papa camerounais. Ces joueurs ont reçu bel et bien une autorisation régulière de la FIFA pour intégrer l'équipe nationale A, c'est-à-dire les Lions indomptables seniors. Voilà, merci une fois de plus, Hervé K. Merci Étienne Pascal. Alors, restons toujours en sport pour signaler que les demi-finales allées de la Coupe du Cameroun se sont disputées aujourd'hui. Voici donc les résultats à Yaoundé. Canon prend l'avance 1-0 contre Astre de Douala, Aloum UMS 0, Yon Sport Academy 0. C'est donc partie remise pour probablement dimanche prochain pour la phase retour de ces demi-finales de la Coupe du Cameroun. Tout autre chose, à présent, la tension n'est pas toujours retombée chez les habitants de Bépanda concernés par le processus d'expropriation au lendemain du mouvement d'humeur qu'ils ont observé hier, se rappelle-t-on, dans les services de la communauté urbaine de Douala. Ces habitants attendent toujours de recevoir leur doléance, notamment de voir en ce que l'autorité administrative s'occupe de leur doléance. C'est dans ce reportage de Sandine Babou. La tension est toujours perceptible chez les habitants mécontents de Bépanda, dont les maisons sont menacées de destruction par les travaux du prolongement du boulevard de la République. Avant le début des casses, annoncé pour le 2 décembre 2013 et qui devait être précédé par le jalonnement des terrains, certaines familles ont entrepris elles-mêmes de détruire leurs habitations afin de ne pas subir davantage de dommages le jour du déguerpissement. Elles passent désormais leur nuit dans des conditions précaires. C'est une grande maison, une maison de 6 chambres. Hein? C'est ça qui m'a fait détruire ça moi-même pour prendre du temps à prendre les tôles qui sont là. Hein? Et ça, vous pouvez m'aider. Je suis là avec mes orphelins qu'on m'a abandonné depuis, c'est même 20 ans aujourd'hui. On vient nous mettre décrépits. Ces populations exigent plus de clarté dans le processus d'expropriation de certains habitants de Bépanda qui sont victimes du non-respect du tracé initial dans le cadre du projet. Puisqu'on a tracé ma dépendance, une semaine après, ils sont revenus tracer ma grande maison, y compris cette autre petite maison jusqu'en route là où vous voyez. Ils me demandent, ils me disent que ce terrain sera un grand centre commercial. Je n'étais pas dans le tracé. Ils sont venus mettre le numéro alors que la route passe par derrière. Bon, je ne sais plus quoi faire. Ils m'ont demandé de faire la requête. Les populations qui ont été déjà dédommagées réclament également que le montant des indemnisations soit revu à la hausse. 5 880, comme ça là, pour 85. La somme a été trop petite, maman, pour les deux grandes maisons. C'est le cadeau qu'on nous donnait, ou c'est quoi c'était pour transporter nos planches qu'on a enlevées, ou pour nos... D'autres, par contre, n'ont jamais été servis malgré les requêtes introduites auprès de l'autorité compétente. Ils ne m'ont pas appelé, ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler. Qui vont appeler, comme j'ai le numéro de téléphone là-bas sur ma requête, qui vont m'appeler. Dans le but de trouver une issue favorable à ces problèmes, la communauté urbaine de Douala, en charge du dossier, fait savoir que des négociations sont en cours avec ces populations et les casses annoncées pour lundi prochain. Dans le but de trouver une issue favorable à ces problèmes, la communauté urbaine de Douala, en charge du dossier, fait savoir que des négociations sont en cours avec ces populations et les casses annoncées pour lundi prochain seront repoussées en attendant les jalonnements.
Je vous propose à présent de suivre le président de l'association des habitants de Bépanda, André Nzakou, revient sur ce que ces populations qualifient d'irrégularité dans le processus d'expropriation. Il est au micro de nos reporters. Depuis, la communauté urbaine voudrait transformer l'expropriation en achat. Dans l'expropriation, nous avons droit au terrain restant. Mais selon la communauté urbaine, ils nous ont fait signer des papiers comme quoi et le terrain restant, et les tôles, et les lattes, on ne devait rien prendre. Sinon, pas jalonner. Ils cassent quoi? C'est tout voilà qu'ils vont casser. Il faut qu'ils jalonnent. Et s'ils ne jalonnent pas, c'est qu'ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent à casser plus pour vendre le reste. Vous allez voir qu'on évite certains ouvrages. Il y a un marché devant vous. Ils ont soigneusement évité le marché, tiré la route vers le haut. Quand le marché est évité, on redescend avec la route pour rendre service à un habitant du quartier. Et ensuite, la route reprend son tracé. Imaginez la souffrance des Camerounais à travers des routes en zigzag. Le village Guetchewe est toujours sans nouvelles de son curé. Le père Georges Van der Busch, enlevé le 14 novembre dernier. Cette localité de l'extrême nord du Cameroun est encore sous le choc et ses habitants vivent désormais dans la peur, tout en priant pour une libération du prélat français. Voici l'ambiance telle que nos reporters l'ont vécue 2 semaines après le kidnapping du père Georges. C'est dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Flavien Valondongo. L'ombre du prêtre Georges Van der Busch plante toujours sur le village Guetchewe 2 semaines après son enlèvement par Boko Haram. Un kidnapping qui continue d'éprouver fidèles catholiques, protestants, musulmans et animistes, à en croire les témoignages des habitants de cette contrée perdue dans la région de l'extrême nord Cameroun. Pour nous, ça nous touche quand même quand l'enlèvement de Père Georges nous touche beaucoup quand même. Un cas de déception et d'inquiétude. On se demande aussi comment il est traité actuellement. Est-ce qu'il est en bonne santé? Cette dame nous conduit dans les appartements du père Van der Busch. La brutalité des ravisseurs est visible. Sa table de travail sans dessus-dessous. Une fenêtre arrachée. De toute évidence, le prélat aurait été sorti par cette persienne. Notre guide n'a rien oublié de cette nuit cauchemardesque. Ils nous ont fait sortir jusqu'ici. Quelqu'un nous a accompagnés avec des fusils jusque là. Ils ont demandé les clés du véhicule. On a dit que bon. Comme ils parlaient d'anglais, non? C'est vrai que je comprends. Quand ils ont parlé du véhicule, j'ai fait comme si je n'ai pas compris. Georges Van der Busch a quitté Guetchewe contre son gré. Ses ouailles organisent des prières quotidiennes pour le curé kidnappé. Tous prient non seulement pour sa libération, mais aussi pour la reconversion des ravisseurs. Et pour tous ceux qui organisent des enlèvements et des cas pareils, nous prions pour que le Seigneur puisse les convertir, rendre plus humains. Et nous avons aussi confiance au Seigneur qu'un jour... L'un des responsables de la paroisse de Guetchewe ne cesse de s'interroger sur le sort de Georges Van der Busch. Oui, les chrétiens même, on peut, les sœurs, on peut, de beaucoup de choses, de beaucoup de situations. Nous posons beaucoup de questions. Pourquoi? Des questions qui resteront sans réponse jusqu'à la libération du père Van der Busch, pris en otage depuis le 14 novembre dernier. Notons à la suite de ce reportage d'Amadou Daïrou et Flavien Valondongo que la conférence épiscopale du Cameroun, dans une récente sortie, condamne l'enlèvement du prélat français. Cette conférence invite ainsi tous les chrétiens à prier vivement pour que le père Georges Van der Busch soit libéré. Dans les tribunaux, à présent, affaire Michel Thierry à Tangana et Titus Edouard, le procès est renvoyé pour le 17 décembre prochain. Ainsi en a décidé le collège des juges après une série de débats entre les différentes parties. Emmanuel Diop et Yannick Bazoua nous font le compte-rendu de ce procès. Arrivé l'heure serein à la Cour suprême, ce mercredi 27 novembre, Michel Thierry à Tangana et Titus Edouard en ressortiront presque 24 heures plus tard, l'air totalement abattu. Puisque c'est aux environs de 4 heures que le président de séance, le magistrat Marc Ateba Ombila, a décidé de renvoyer l'audience pour le 17 décembre prochain, au motif de l'invalidité des requêtes des avocats Namaledou et Mbouni du conseil de Michel Thierry à Tangana et de Maître Ndem du conseil de Titus Edouard. Des requêtes jugées recevables dans la forme, mais irrecevables dans le fond. Notons déjà que la requête de Maître Tchungang
a également été jugé irrecevable par le juge rapporteur parce que, hors délai, alors qu'ils croyaient être au bout de leur peine, Michel Thierry Atangana et Titus Edjoa ont rejoint leur cellule du secrétariat d'État à la Défense, l'air totalement abattu. Poursuivi des détournements de la somme de 1,136 milliards de francs CFA, somme qui représente la taxe spéciale pétrolière dans le cadre des activités du comité de pilotage et du suivi des chantiers, des bitumages des axes routiers Yaoundé-Crébi et Ayos-Bounis et du détournement des 58 millions de francs CFA dans le cadre de l'organisation du sommet de l'OUA en 1996 par le tribunal de grande instance de Yaoundé, Michel Thierry Atangana et Titus Edjoa ont introduit un recours en annulation de leur condamnation à 20 ans de prison. Une condamnation qui survenait alors que les deux hommes avaient déjà purgé une peine de 15 années de prison. Depuis le 19 novembre 2012, date du pouvoir formé par les conseils des accusés devant la Cour suprême, les deux hommes attendent impatiemment la décision de la Haute Cour. Après une première audience, le 29 octobre dernier, les deux hommes se sont, pour une deuxième fois, présentés devant la barre. Après un premier renvoi, le mardi 26 novembre, suite à un malaise du juge rapporteur, cette comparution du 27 novembre n'aura pas été lumineuse pour les deux hommes. Notons qu'après cette audience, le comité de soutien de Michel Thierry Atangana a tenu une rencontre avec les médias. Conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé les manœuvres judiciaires dont est victime leur client. Ce comité a par ailleurs réaffirmé tout son engagement à batailler pour la libération de son client. Je propose de suivre respectivement Dominique Sopor et Soleil Aboubakar Keita. Ils sont au micro de notre reporter. Si le 17 décembre, date à laquelle la décision devrait être rendue, la Cour suprême ne se ressaisissait pas, nous serions donc face à un fiasco judiciaire qui ne serait pas simplement un drame pour Michel Atangana, mais qui serait un drame pour les Camerounais. Parce que ça voudrait dire que la Cour suprême viendrait donner un cachet officiel à toute une série de logiques d'arbitraire dont elle a pourtant la responsabilité de les combattre. Avant son arrivée, il y aura des manifestations. Pendant son arrivée et après son arrivée, puisque l'ambassade du Cameroun en France, et beaucoup de personnalités camerounaises ont des biens en France, sont régulièrement en France, eh bien, nous trouverons face à eux chaque fois que ça sera nécessaire. Téléfoot 2013, déjà 68 millions de francs CFA collectés pour le financement des micro-projets au Cameroun. Les fonds ainsi levés vont permettre de soutenir les petits producteurs du monde rural. Organisé par le ministère camerounais de l'Agriculture et la FAO, cet argent vise à améliorer la politique agricole à travers des assistances directes au monde rural. La cérémonie de Téléfoot 2013 s'est tenue pendant 2 jours dans la capitale économique. Douala, c'était en présence des autorités de la région du littoral, des patrons d'entreprises, le représentant résident de la FAO Cameroun, Moussa Abari, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je propose à présent de suivre la réaction du ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Il s'est exprimé hier lors de cette cérémonie au micro de notre reporter Jean-Paul Chuniat. Nous avons réussi non seulement à faire venir plus de personnes, mais à mobiliser assez de ressources, parce que là, on a dépassé le cap de 60 millions. L'année dernière, nous étions arrivés à 87 millions. Nous espérons que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui vont continuer à contribuer, surtout que nous recevons des virements bancaires directement. Donc, nous nous sommes fixés un cap de 200 millions cette année. Et nous allons continuer à travailler afin que les contributions atteignent un seuil qui nous permette effectivement de soutenir l'activité de plusieurs petits exploitants agricoles, de plusieurs familles qui sont aujourd'hui dans la production agricole pour leur survie, mais surtout pour permettre d'irriguer un peu plus nos villes, pour que les gens puissent accéder à des vivres de bonne qualité et à des prix raisonnables.
Revenons à présent sur le financement des projets téléfoot pour dire que le ministère de l'Agriculture et la FAO réforment les méthodes de sélection des bénéficiaires. Une commission Minader, FAO et PAM vont désormais suivre de près l'attribution de l'exécution et l'exécution sur le terrain. Il s'agit de booster la production pour lutter contre la famine au Cameroun. Steve Eboulet et Jean-Paul Chunat. En cette fin d'année 2013, près de 2 milliards de personnes dans le monde mangent à peine à leur faim, indiquent des chiffres du Fonds mondial pour l'alimentation. Le Cameroun n'en est pas épargné. 15% de sa population peine encore à se nourrir. Le ministère camerounais de l'Agriculture et la FAO s'active à travers le projet Téléfood pour juguler la menace. Chaque année, une levée publique de fonds permet de financer des petits cultivateurs pour améliorer la production, gage d'une autosuffisance alimentaire durable. Pour 2014, nous allons demander à la FAO de réserver une bonne proportion de cette ressource pour financer les projets présentés par les jeunes sortants des écoles de formation agricole. Donc ce sera là la plus grande innovation. Sur 277 millions de francs disponibles, 107 micro-projets ont déjà été financés avec des résultats palpables sur le terrain. Le Minader et la FAO ont dû revoir leur méthode de choix des bénéficiaires pour éviter tout tripatouillage et complaisance observée. C'est simplement de mieux cibler les bénéficiaires et également de restructurer le cadre institutionnel dans lequel les différents micro-projets sont approuvés. Le ministre, en relation avec nous-mêmes, nous avions convenu qu'il fallait apporter une sorte de redynamisation à l'ensemble du schéma. Pour la FAO, il s'agit de soutenir les paysans en outillage agricole, engrais et matériaux de construction. Nous ne finançons pas également la main-d'œuvre banale, il faut que ça soit clair. Parce que l'objectif n'est pas de créer une attitude, une mentalité d'assister. L'objectif est d'aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes en vue de renforcer leur résilience. Un comité de suivi Minader FAO, Programme alimentaire mondial, est déjà à pied d'œuvre pour une meilleure utilisation des ressources. 97 millions l'année dernière et déjà 68 millions pour Téléfoot 2013. Exécutif communal à présent, Françoise Foning, maire de Douala 5e, et ses adjoints ont officiellement été installés dans leur fonction ce jour par le préfet du Vouri. Il leur a été recommandé de travailler avec toutes les forces politiques constituant le conseil municipal, mais également de mettre un accent pour éradiquer le désordre urbain dans cette partie de la capitale économique. Samuel Tchoufa et Serge Alaoutou. Comme lors de l'élection des exécutifs communaux, le préfet du Vouri a choisi de boucler sa série d'installations par Douala 5e. Françoise Foning, pour la 3e fois, est à la tête de la mairie de Douala 5e. Pour le préfet du Vouri, elle devra conduire cette importante commune d'arrondissement en collaboration avec toutes les forces politiques en présence au conseil municipal. Il faut qu'il y ait une bonne hygiène sanitaire. Il faut qu'il y ait des routes, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait l'éclairage public et qu'on lutte contre le désordre urbain. Donc je pense pour ma part que comme c'est des mandats qui se renouvellent, qu'on doit donc prendre des stratégies pour pouvoir donc améliorer le cadre de vie de cette population qui ne demande que vivre bien. Nasseri Paul-Béa a également demandé à la nouvelle élue de travailler en étroite collaboration avec les pères éducateurs pour faire baisser les taux de prévalence du VIH-Sida, le plus élevé dans le département du Vouri. La commune d'arrondissement de Douala 5e, ce sont en tout 61 conseillers municipaux, issus principalement du RDPC, qui constituent l'essentiel de l'exécutif communal, mais aussi l'Union des populations du Cameroun, le PADEC et surtout le Social Democratic Front. Le parti de Nidjon Fondi, arrivé second municipal du 30 septembre, avait, on s'en souvient, réclamé à corps et à cri le poste d'adjoint au maire en conformité à l'article 60 de la loi de juillet 2004. Cette disposition, pourtant respectée dans les autres communes d'arrondissement de Douala, ne s'est pas appliquée dans le 5e arrondissement. Carlos Ngualem, tête de liste SDF à Vouri-Est et aujourd'hui conseiller municipal, et son parti avec tourner la page. Nous sommes des conseillers municipaux de la commune. Ça veut dire qu'au-delà des partis politiques, nous avons un rôle que les populations nous ont confié, qui est celui de venir défendre ses intérêts. Donc nous ne pouvons pas démissionner de ce mandat-là pour des raisons politiciennes. Fini les querelles politiques pour Françoise Foning, l'heure est à l'action. Priorité au social. Voir les problèmes de désenclavement de l'arrondissement
les routes, les ponceaux, ajouter les salles de classe, ajouter les bancs, ajouter les centres de santé, diminuer le chômage dans l'arrondissement, aider les vieillards et les enfants abandonnés. À ne pas oublier le désordre urbain et même la prolifération des débits de boissons autour de l'université de Douala. Je vous invite à présent de nous retrouver juste après cette transition. Nous allons revenir sur cette sortie des éditeurs de presse qui se sont réunis à Yaoundé hier après les sanctions prises par le Conseil national de la communication. Ils étaient donc un peu plus de 20 éditeurs de presse qui se sont retrouvés dans la capitale politique du Cameroun hier. C'était suite à la décision du Conseil national de la communication portant suspension de certains journaux ainsi que leurs promoteurs respectifs. Parmi ces éditeurs de presse qui étaient à Yaoundé, on a un sur ce plateau, Michel Michaud Moussala. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. C'est un plaisir pour moi de venir toujours apporter un éclairage sur des sujets qui me paraissent être les nôtres. Voilà, il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de la publication de Aurore Plus, qui est une presse écrite. Alors, qu'est-ce qui a à l'origine, qu'est-ce qui peut expliquer tant de mobilisation des directeurs, des éditeurs de presse à Yaoundé hier? Déjà, c'est une attitude salutaire pour que les patrons de presse arrivent à se réunir. Ce qui n'a pas toujours été depuis 15 ans, 20 ans. À son temps, nous n'étions pas nombreux. Nous autres qui avions apporté notre édifice pour la lutte pour les libertés de la presse. Donc, notre assise de demain avait tout un sens, toute une attitude patriote, ce qu'il faut d'abord relever, parce que nous sommes confrontés à une situation où si nous ne prenions pas sur nous de réagir, il peut se passer des choses un peu très compliquées. Vous voulez faire allusion à la sanction prise par le Conseil national de la communication, pour être plus précis? Ben, écoutez, c'était tout à fait nécessaire. Le Conseil national de la communication n'existe que parce que les instruments de communication existent. Si nous n'existions pas, ils n'existeraient pas du tout. Donc, nous nous sommes réunis en fait pour démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que la nécessité de se réunir s'est fait sentir. Nous avions des confrères qui ont été censurés. Nous avions estimé que qui ont eu des sanctions et que nous avions estimé que ces sanctions ne tenaient pas. Nous nous sommes réunis et nous avions fait un communiqué. Et je salue là un peu l'efficacité que Amanmana et Sévérin et moi qui avions décidé de réunir tous les confrères, tous les pairs de la presse. Et c'est extraordinaire parce que tous ont répondu présents. Donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, ce qui fait problème, c'est le type de sanction qui, ma foi, nous fait à ce que nous pensions que nous sommes à l'époque ancienne, où nous allions imprimer les journaux au Nigeria à la suite des censures administratives, de la censure administrative qui existait dans ce pays. Alors venons justement à cette sanction. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on peut lire à travers cette sortie des patrons de presse? C'est que vous êtes contre la régulation dans ce secteur d'activité? Non, nous ne remettons pas en cause la régulation, Étienne. Ce que nous remettions en cause, c'est le procédé. C'est la manière avec laquelle ça se passe. En principe, nous ne sommes pas contre la régulation, encore que nous-mêmes, dans cette réunion d'hier, nous avions plaidé pour l'autorégulation. Cela veut dire que nous nous réunissons en paire et nous prenions d'abord quelques sanctions. Il faut une graduation dans ce que le Conseil national a appelé à faire. Si vous avez parcouru le communiqué, nous avions estimé que le Conseil national de la communication a été juge unique dans la sanction qui a été, dans des sanctions qui ont été infligées à nos confrères. Ce qui est inadmissible, intolérable. Parce que, d'une manière ou d'une autre, on n'a pas consulté les pairs. Nous n'avions pas peut-être un instrument d'autorégulation au sein de... Mais maintenant, nous pensions qu'on serait parti d'un processus des blâmes, des avertissements, avant de procéder. Vous savez, fermer un organe de presse, fermer une institution comme... fermer un instrument de communication comme Equinos ou tous les autres confrères.
C'est grave. Vous savez que le préjudice économique même de ces instruments sont d'ordre à perturber toute une entreprise. Vous êtes au moins 70 ici à Equinox qui donniez le meilleur de vous-même. Alors maintenant, on aimerait comprendre, Michel Moucho-Moussala, vous êtes certainement un patron de la presse. Maintenant que vous vous réunissez à Yaoundé, vous intimez l'ordre au Conseil national de la communication de lever immédiatement et sans inconditionnel les mesures prises à l'encontre de ces médias. Comment est-ce que vous voyez la régulation dans ce secteur? Non, nous avons même été très conciliants. Comment est-ce que vous concevez donc la régulation dans le secteur? L'attitude du Conseil national de la communication est une attitude de mépris. Parce qu'il n'y a pas eu de consultation préalable. Peut-être, nous tous, on a parcouru la loi créant le Conseil national de la communication. Nous ne remettions pas en cause l'existence du Conseil national. D'ailleurs que nous l'approuvions dans notre communiqué. Mais sauf que la démarche est bancale. On ne peut pas se permettre un matin de se lever et de fermer une entreprise qui regorge des emplois. C'est inadmissible de dire que pendant 3 mois, pendant que nous nous sommes battus pendant des années pour que des institutions financières arrivent à accepter que nous sommes des entreprises génératrices d'emplois. On voudrait bien comprendre, il y a certes un réel souci pas seulement de préserver les emplois. Pas seulement que les emplois. Bon, maintenant, on veut comprendre. La liberté d'expression est remise en cause. Maintenant, parce que nous sommes confrontés à 2 attitudes. On peut être sanctionné par le Conseil national de la communication qui est saisi par un individu qui estime qu'il y a un article de presse qui lui a été préjudiciable. On peut être sanctionné parce que le même individu se pourvoit devant la justice camerounaise qui a qualité d'appréciation des peines. Est-ce que sanctionner les médias par un organe régulateur qui est le Conseil national de la communication, c'est un cas isolé en Afrique? Parce que quand on regarde un peu comment ça se passe ailleurs, par exemple dans les pays voisins, j'ai le cas de la Côte d'Ivoire, l'exemple, où on a également suspendu 34 journaux. Alors, quand vous faites la comparaison, est-ce que vous voyez que ce qui se passe au Cameroun, c'est extraordinaire? On n'avait jamais vu ça ailleurs. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été président du patronat de la presse d'Afrique centrale. Et nous avions émis le vœu que les institutions se dotent des organes qui régulent. Et ceci est l'aboutissement. Il faut pouvoir poser des questions. Si on a pris en compte, c'est pour ça qu'on n'a jamais publié les résolutions des États généraux de la communication. Parce qu'il y a des pans dans... S'il y avait des résolutions qui avaient été publiées, qui auraient remis en cause un certain nombre des prérogatives qui reviennent au Conseil national de la communication. Et ça, c'est très important. Hier, le ministre de la Communication nous a reçus en audience. Le président même du Conseil national de la communication, Monseigneur Beffé, nous a reçus. On sera allé plus loin. Nous avions donné 2 semaines. Ce n'est pas pour qu'il recule. Nous avions une démarche. Nous avions adopté une démarche citoyenne qui fait à ce qu'on comprenne que nous sommes dans la logique de voir à ce qui est des séances de concertation avant toute sanction. Alors si le Conseil national de la communication ne réagit pas par rapport à cette sommation, si je puisse le dire ainsi, que vous lui avez faite, la suite c'est quoi? Nous avons affiché une élégance dans notre démarche, celle de reconnaître l'autorité de l'État. Et nous allons continuer en ce qui nous concerne à partir du moment où on a affiché notre attitude responsable de vouloir rencontrer et de discuter. Et que le ministre de la Communication s'est avéré consentant dans ce que nous posions comme problème. Nous avions sorti un communiqué final qui interpelle et dont nos exigences devraient être prises en compte. Bon, vous nous posez une question, vous me posez la question de savoir si au cas où le président, on n'accédait pas à nos revendications. Je peux vous assurer que nous avions été très élégants dans notre communiqué. Nous avions tenu compte qu'il y a des institutions en place et que nous avions en face des gens qui prendront en compte. Michel Moucho-Moussala. Non, permettez-moi, Étienne. Nous n'avons plus assez de temps. Oui, c'était pour dire que nous n'avions que jouer avec la première carte. Nous avions d'autres cartes qui permettront aux gens que notre message passe, ce qui est évident. Alors, en quelques secondes seulement, vous allez répondre à cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est urgent que l'on puisse réguler ce secteur tel que le métier pratiqué au Cameroun? Non, nous avions, ce n'est pas un secret, hein, je peux vous le donner en scoop, que nous avions décidé au sein de la corporation de mettre en place une institution. Avec la gestion de cette institution,
l'État pourrait peut-être, à l'avenir, faire de ça d'utilité publique. Donc, nous sommes pour qu'il y ait une régulation. Mais nous ne sommes pas pour qu'il y ait une instrumentalisation d'un organisme. Parce que de ce que nous avions relevé, les gens, ceux qui ont rendu une décision sont juges et partis dans ce qui s'est passé et dans ce qui pourrait... Parce que ceux qui se sont plaints sont membres du Conseil national de la communication et qui avaient une certaine adversité contre certains journaux. Donc, c'est ça qui fait problème. On aurait pu demander l'appréciation des juges. Nous ne pourrions jamais accepter. Pour revenir à votre dernière question, c'est de dire que nous n'avions sorti qu'une infime partie de ce que nous avions apposé comme acte. Parce que nous ne pourrions plus jamais accepter. Nous autres, nous avions fait des prisons, nous avions sacrifié nos familles pour que nous arrivions à arracher auprès du chef de l'État cette liberté de la presse. Pendant 30 ans, nous avions passé la période où il y avait des intimidations, des crimes contre les journalistes, contre la presse. Nous n'accepterons pas. Merci Michel Moucho-Moussala. Il faut rappeler que vous êtes le directeur de publication d'Europe Plus. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo. Et juste après, Regard social. Retrouvez Éric Fernand Kouamouo et toute son équipe pour cette nouvelle livraison. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.